Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Changement de stratégie pour le gouvernement face à la colère grandissante des éleveurs. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, s'est finalement rendu à Caen. Le rapport du médiateur sur les prix est attendu dès ce soir. Un plan d'urgence sera dévoilé demain en Conseil des ministres. Cela suffira-t-il à calmer la détresse des agriculteurs? Débat à suivre dans un instant. Réveiller les consciences pour sauver la planète devant une quarantaine d'autorités religieuses, morales et politiques. François Hollande a voulu envoyer un seul message. Un accord doit être trouvé lors de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris fin novembre. Jean-Marie Le Pen, candidat au régional en PACA, le fondateur du parti frontiste se dit prêt à se présenter contre sa petite-fille Marion. Une candidature dissidente qui ravive les tensions au sein du Front National. On en parle avec notre invité ce soir, le sénateur FN des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravdy. Pressé par les agriculteurs en colère, le gouvernement et le président de la République tentent d'éteindre l'incendie. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, s'est finalement rendu à Caen à l'issue d'une réunion à Matignon sur les filières d'élevage. Nathalie Guéloire. Le ministre de l'Agriculture a changé d'avis aujourd'hui. Il décide de se rendre à Caen pour apaiser les tensions. Il me semble logique, à la fois par respect pour les éleveurs du Calvados et de la Normandie, que je connais, je suis déjà venu, et en même temps parce que maintenant on a un certain nombre de dispositions, de répondre à la demande qui avait été faite il y a quelques jours de venir rencontrer les éleveurs. Sa venue, c'était l'une des conditions imposées par les éleveurs pour la levée du blocage des routes. Il a enfin cédé, ça montre que l'exaction qu'on a menée ici au Mont-Saint-Michel paye et aide ceux qui ont été à l'initiative de Caen. Maintenant, aujourd'hui, attendons de voir ce qu'il va proposer, mais nous ne croyons pas au miracle. On est là pour un changement profond de l'agriculture, on est rendu au bout, à l'obsolescence totale de notre modèle. Donc aujourd'hui, il faut que les choses changent. Face à cette situation, le rythme s'est accéléré toute la journée. Ce matin, c'est François Hollande qui reprend la main et monte au créneau. Il donne le ton de la journée. Demain, le Conseil des ministres prendra des décisions. J'ai demandé qu'au-delà de la question de la distribution, des prix, il puisse y avoir un plan d'urgence pour les éleveurs français et pour les producteurs de lait. Ce sera donc annoncé demain. Pas question que la situation s'envenime davantage. Une réunion a donc été organisée au pied levé ce matin à Matignon sur les filières d'élevage. Le ministre parle d'une dizaine de propositions contenues dans son plan d'urgence et évoque notamment la piste de l'allègement de l'endettement des éleveurs. En attendant le plan d'urgence qui sera dévoilé demain à la sortie du Conseil des ministres, le médiateur doit remettre son rapport ce soir à Stéphane Le Foll. Et la droite n'a pas tardé à s'emparer de ce dossier, taclant au passage l'inaction du gouvernement. Aurélien Romano. Stéphane Le Foll à Caen, mieux vaut tard que jamais pour les sénateurs du groupe Les Républicains. Il est temps effectivement que le gouvernement prenne cette question à bras-le-corps. Cette crise ne date pas d'hier, ça fait plusieurs mois que les prix baissent, que les cours baissent. Et il y a 20 000 exploitations qui sont en danger. Bon, voilà, le ministre de l'Agriculture a mis beaucoup de temps à réagir, même ses amis politiques le disent. Nous, on ne peut qu'en faire le constat et le regretter. Les élus de droite se posent en défenseurs du monde agricole et accusent le gouvernement de ne pas avoir pris la mesure de la crise traversée par les éleveurs. La majorité insiste sur le rôle de la Haute Assemblée qui, en réunissant dès la semaine dernière tous les acteurs de la filière, a proposé des solutions sur les prix et le niveau d'endettement des éleveurs. Mais les différents acteurs industriels, intermédiaires, grande distribution ont du mal à se mettre d'accord. Le gouvernement en serait-il alors le seul responsable? La droite se sert de ces fantassins là, des agriculteurs pour prendre un peu le gouvernement en otage. La sénatrice en veut pour preuve les demandes des syndicats agricoles. On entend les syndicats agricoles dire « Ah non, il y a urgence, il faut répondre, il faut répondre ». Bon, le président de la République annonce qu'au Conseil des ministres demain, il annoncera un plan d'urgence et là j'entends les leaders agricoles dire « Ah non, il faut un plan en profondeur ». Donc moi je me dis, j'ai l'impression qu'ils veulent faire de l'agitation à tout prix. Les sénateurs socialistes rappellent aussi que les problèmes de compétitivité et d'endettement des éleveurs ne datent pas de cette année, mais de plus de 10 ans. Tous espèrent que le plan d'urgence annoncé demain au Conseil des ministres calmera une gronde qui pourrait devenir incontrôlable. Didier Guillaume, le président du groupe socialiste et républicain au Sénat, a été l'invité de Preuve par 3 à l'émission politique de la rédaction et il a fustigé l'attitude de la droite dans la gestion de cette crise. On l'écoute. Bruno Le Maire agite et Stéphane Le Foll agit. C'est ça la grande différence. Quand on a été ministre de l'Agriculture,
quand on a soutenu la LME, la loi de modernisation de l'économie, qui a tout dérégulé, quand on a été d'accord pour la fin des quotas laitiers, et quand on prône le libéralisme économique, alors on devrait se taire ou avoir la décence de ne pas faire de la récupération politique. Parce que je vais vous dire, moi, Perrine Tardot, ce que je pense, c'est que la récupération politique à des fins régionales par les présidents de conseil, les candidats à la présidence de conseils régionaux n'est pas acceptable. Preuve par 3, c'est à revoir ce soir sur notre antenne à partir de 22h45. Et puis on reparlera de la crise des éleveurs dans un instant dans notre débat. Après l'adoption définitive la semaine dernière par le Parlement de la loi sur le droit d'asile, l'Assemblée nationale examine depuis hier la réforme du droit des étrangers. Objectif du gouvernement, mieux accueillir les migrants en situation régulière tout en luttant contre l'immigration illégale. Les débats sont houleux, la droite accuse la gauche de laxisme. L'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, estime que ce texte conforte un haut niveau d'immigration alors que la répartition de 40 000 migrants entre Européens s'est fait hier dans la douleur à Bruxelles. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau François-Noël Buffet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône et vous étiez hier avec une délégation de sénateurs à Menton, à la frontière franco-italienne. Je viens de le dire, l'Europe n'a pas réussi à s'accorder cette nuit sur une solidarité pour répartir les migrants. Comment peut-on se mettre d'accord quand vous avez pu constater sur le terrain que la pression migratoire reste toujours très forte? La pression migratoire reste forte. Le premier constat d'hier, c'est un constat de surprise de voir que les difficultés ne sont pas de pouvoir discuter avec les migrants, mais c'est d'avoir des intermédiaires qui apparaissent et qui empêchent la discussion avec eux, dont on se demande véritablement quel jeu ils jouent dans ce milieu-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au regard plus général, on sent que l'Europe n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'avant de peut-être de vouloir répartir, organiser une forme de répartition, elle devrait se réformer profondément sur sa politique migratoire. Mais on voit bien sur cette situation précise, Menton-Vintimille, la France et l'Italie se renvoient la balle. Bernard Cazeneuve avait sommé l'Italie d'accueillir les migrants qui souhaitaient arriver en France. Il y a un certain nombre d'accords qui sont intervenus entre la France et l'Italie, notamment l'application de la convention dite de Chambéry qui permet de gérer la situation. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est moins en crise que celle connue au mois de juin dernier. En revanche, il y a une réalité physique, c'est-à-dire que les personnes sont toujours là, une trentaine aujourd'hui, et que leur seul but est de rentrer en France pour aller ailleurs, en fait, dans le nord de l'Europe pour la plupart d'entre eux. La grande difficulté, c'est que l'Europe n'est pas capable, au niveau de l'Italie, au niveau de la Grèce, de pouvoir contrôler ses frontières et de se donner les moyens de cela. Lié à la situation internationale, bien évidemment au Moyen-Orient, pas seulement, lié aussi à la situation de l'Afrique, en particulier toute la partie subsaharienne de l'Afrique. Et la grande carence, c'est l'absence de politique migratoire de l'Europe avec des outils adaptés et des moyens adaptés. On confond tout dans cette affaire, à la fois les demandeurs d'asile, à la fois les migrants économiques. On sait, le ministre de l'Intérieur l'a dit, 70% de ces personnes sont des migrants économiques. Donc il faut trouver des solutions pour ne pas se retrouver, si je puis me permettre, dans des situations comme on a pu constater hier à Vintimille. À la fois la réforme du droit d'asile qui vient d'être adoptée par le Parlement et le texte qui est en discussion qui n'est pas à un bon l'Assemblée texte nationale, ça ne répond pas à cette question migratoire? Quand on regarde le texte dans son détail, contrairement à tout ce qu'on imagine, d'ailleurs l'intitulé est révélateur, c'est le droit des étrangers. Je n'ai rien contre le droit des étrangers. En revanche, il y a d'abord aussi des devoirs qui vont avec. Et puis il y a surtout la nécessité pour la France d'afficher une politique migratoire. Or, dans ce texte-là, il est clair que le gouvernement, par des moyens divers, organise et renforce une entrée migratoire plus importante sur notre territoire. La gauche est laxiste, c'est ce que dit la droite à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est en tous les cas un choix qui est celui de laisser entrer plus facilement les étrangers sur notre territoire. Oui, il y a des tas de sujets et des tas de moyens qui sont présentés aujourd'hui pour faciliter cela. Mais pour ceux qui sont déjà sur le territoire, il y a la question de l'espace Schengen. Est-ce qu'il faut rétablir les contrôles aux frontières? En tous les cas, il faut modifier totalement le fonctionnement de Schengen et les moyens qui lui sont donnés. Et il faut que l'Europe se dote, une fois de plus, d'une vraie politique migratoire, avec des vrais moyens pour aller éventuellement, lorsqu'il y a des conflits comme nous connaissons aujourd'hui, la possibilité de mener des missions sur ces territoires-là, pour pouvoir effectivement porter secours, car il le faut aux demandeurs d'asile, à ceux qui relèvent de ce sujet-là, mais également éviter que ceux qui ne relèvent pas de ce statut-là puissent entrer aussi illégalement qu'ils le font sur le territoire aujourd'hui. Avec des quotas, cette question fait débat à l'Assemblée nationale. Pas de quotas tant qu'on n'a pas une politique migratoire claire et précise.
On se souvient qu'Éric Ciotti, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, s'était déclaré favorable à la mise en place de tests osseux pour connaître l'âge de ces migrants, pour savoir s'ils étaient mineurs ou majeurs, puisque cela a forcément des conséquences sur leur accueil. Est-ce que vous êtes également favorable à ces tests? C'est un des constats d'hier. Beaucoup de mineurs arrivent. Ils sont maintenant devenus pratiquement des précurseurs de l'immigration pour leur famille. Ça, c'est assez clair aussi. Ils ne restent pas. Ils se sauvent. Ils sont en fuite assez régulièrement. Les tests osseux, nous en connaissons la réalité. Il faut les avoir, il faut les pratiquer. Ils ne sont pas suffisamment pratiqués, mais l'on sait aussi qu'ils ont aussi leurs limites et qu'un des sujets importants, c'est si on contrôle les entrées sur le territoire européen de manière beaucoup plus ferme et que le système Eurodac, qui est l'enregistrement des migrants, on devrait quand même arriver à trouver des solutions assez rapidement et de façon pragmatique, mais on peut se prévaloir de tests osseux, c'est nécessaire de le faire, en connaissant parfaitement les limites de celui-ci, bien sûr. La solidarité européenne en matière d'immigration, est-ce que vous y croyez encore après ce qui s'est passé hier, je le disais, cette difficile répartition? On devait accueillir 40 000 immigrés, finalement, ce ne sera que 32 000. On a le sentiment qu'il n'y a pas de solidarité sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas de volonté politique d'avoir une politique migratoire claire. Merci beaucoup François-Noël Buffet d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Les handicapés devront encore attendre. Le Parlement a définitivement ratifié, après un ultime vote du Sénat cet après-midi, une ordonnance qui prévoit de nouveaux délais pour la mise en accessibilité des lieux publics aux grandes dames des associations. La loi handicap de 2005 n'a pas pu être tenue du fait du retard accumulé. La mobilisation continue pour arracher un accord à 4 mois de la conférence climat qui se tiendra à Paris. Les réunions et les rendez-vous informels se multiplient. Hier, Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, réunissait les représentants d'une quarantaine de pays, alors que Nicolas Hulot, l'envoyé spécial de François Hollande pour la préservation de la planète, organise aujourd'hui un sommet des consciences. Flora Sauvage. Premier tour de chauffe 4 mois avant la COP21, la conférence mondiale sur le climat. Elle réunira 195 pays au Bourget sous l'égide des Nations Unies. Ce matin, des dizaines d'autorités morales et religieuses étaient réunies à Paris pour un sommet des consciences afin de lutter contre le réchauffement climatique. C'est à chaque individu de savoir ce qu'il peut faire pour préserver la planète. Mais il y a des philosophies, il y a des convictions, il y a des diversités dans le monde qui doivent à un moment s'unir. Un accord doit être trouvé à Paris pour la conférence sur le climat. Ce n'est pas une affaire de chefs d'État et de gouvernement, c'est l'affaire de tous les habitants du monde. À Paris, début décembre, la communauté internationale s'est fixé un objectif, limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre. Et il y a urgence, selon l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Si nous n'agissons pas immédiatement pour tenter d'arrêter ou d'inverser les tendances climatiques actuelles, mon petit-fils vivra dans un monde où la température moyenne pourrait bien être supérieure à celle que j'ai connue quand j'étais enfant. Face au réchauffement climatique généré par les émissions de gaz à effet de serre, les participants au sommet ont lancé un appel des consciences. Chacun ici reconnaît que nous faisons partie de la nature, mais nous sommes la partie consciente de la nature et on doit utiliser cette conscience justement pour respecter ce privilège. À Paris en décembre, tout l'enjeu va être de définir les efforts et les responsabilités de chacun afin de limiter le réchauffement de la planète. Jean-Marie Le Pen va-t-il se lancer dans la campagne pour les régionales en PACA contre sa petite fille? Le fondateur du FN n'exclut pas la possibilité d'une candidature dissidente. Ce matin, Marion Maréchal Le Pen a réagi sur France Info. On l'écoute et on en parle juste après avec notre invité Stéphane Ravier. Je n'ose pas croire, si vous voulez, que Jean-Marie Le Pen puisse considérer que je sois un dommage collatéral dans le bras de fer qu'il est en train de réaliser avec le parti. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Vous l'avez pas appelé, vous l'avez pas appelé pour discuter, non ? Je ne l'ai pas eu, non. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Mais voilà, je pense que cela restera sans suite. Je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être une façon de faire monter un peu les enchères. Je ne sais pas. Mais je ne peux pas croire qu'il fasse ça. Stéphane Ravier, sénateur Front National des Bouches-du-Rhône, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre, Marion Maréchal Le Pen ne veut pas croire que son grand-père se présente contre elle. Elle refuse, je cite, d'être une victime collatérale. Pensez-vous que Jean-Marie Le Pen peut aller au bout de cette candidature dissidente ? Avec Jean-Marie Le Pen, on peut s'attendre à tout. Il nous l'a démontré tout au long de sa carrière politique et j'aurais aimé qu'il termine sa carrière
car sa carrière se termine, quoi qu'il puisse en penser, eh bien sur une autre note, plus digne. Car ceux qui sont en train de soutenir cette agitation, cette démarche que de gêner Marion Maréchal Le Pen, car vous l'avez annoncé dans votre sujet, à qui profite l'agitation et à qui pourrait profiter le crime que de monter des listes dissidentes à nos adversaires, hein, M. Estrosi, M. Castaner, et au système que Jean-Marie Le Pen a pourtant combattu depuis tant d'années. Donc j'observe que tous ceux qui soutiennent Jean-Marie Le Pen aujourd'hui sont ceux qu'il a, en d'autres temps, méprisés, condamnés, guillotinés, Karl Lang, Jean-Claude Martinez, Jacques Bompard. Il ne manque plus que Bruno Maigret dans cette galerie des ancêtres, des sortes de papis flingués qui voudraient à leur tour devenir des papis flingueurs. Alors moi, voilà, la situation, elle est là. Ça veut dire que finalement le conflit qui oppose Marine Le Pen à son père est en train un peu d'échapper à la direction du parti? C'est assez difficile à suivre, puisque Jean-Marie Le Pen s'était opposé à la direction du parti et avait souhaité, pour ne plus être candidat en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que cela soit Marion. C'était un souhait de sa part, voire même une exigence. Eh bien, le parti a répondu favorablement à cette demande, ce qui a contenté d'ailleurs tous les militants et les électeurs, puisque Marion est quand même annoncée en tête au soir du premier tour. Ce n'est qu'un sondage. Elle est prête à mener la bataille contre son grand-père ? Et pourrait même gagner. Donc aujourd'hui, quand j'observe que Jean-Marie Le Pen revient sur sa promesse qu'il a faite à Marion, au-delà du parti, eh bien, cela me chagrine, parce qu'il fait un petit peu comme les hommes politiques qu'il a sévèrement combattus. Il ne tient pas ses promesses. Est-ce qu'elle est prête à affronter son grand-père, ou est-ce que ça pourrait l'amener à renoncer à cette candidature pour les régionales en PACA? Marion Maréchal Le Pen n'affronte pas son grand-père, elle affronte l'UMPS ou le RPS ou l'RPS, ça dépend comment on le prononce, dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Comme tous les candidats. Il sera peut-être amené à affronter son grand-père s'il se présente. Mais son grand-père ne combat pas pour la même chose. Il s'oppose au Front National. Il s'oppose à Marion Maréchal Le Pen, ce qui évidemment déstabilise nos électeurs, mais qui reste quand même soudés, unis derrière Marion Maréchal Le Pen, qui est la mieux placée. C'était la meilleure candidate, justement. Qui est la mieux placée. Alors peut-être que ça chagrine un petit peu Jean-Marie Le Pen de constater que Marion, eh bien finalement, non seulement fait aussi bien que Jean-Marie Le Pen, mais peut et va faire mieux, car elle peut gagner cette région, et cette candidature parasite, eh bien, ne peut servir que le système en place. Donc il y a d'un côté Marion Maréchal Le Pen qui incarne le dynamisme, c'est la dynamique, et Jean-Marie Le Pen, c'est plutôt la dynamite. Il est prêt à, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, à tout faire sauter, y compris la victoire du Front National dans cette région, qui serait un signal fort pour les élections présidentielles à venir, eh bien, pour que les caméras soient braquées à nouveau sur lui. L'enjeu est trop important. Je crois qu'il faut rester unis derrière le Front National, sa présidente et la représentante. Vous ne regrettez pas Marion Maréchal Le Pen. Vous ne regrettez pas cette candidature de Marion Maréchal Le Pen? Un temps, vous étiez peut-être vous-même évoqué pour mener la tête de liste dans cette région. J'avais fait savoir que j'étais à la disposition du mouvement, et j'ai été très heureux, je le suis toujours bien sûr, que Marion ait accepté de nous représenter, de représenter le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, car elle est encore une fois la mieux placée, les sondages le disent, elle est en tête au premier tour, elle peut être en tête au premier tour, et voire même ravir la région au second tour, si Jean-Marie Le Pen, eh bien, ne met pas en application ces menaces. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir accepté notre invitation ce soir. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à la crise des éleveurs. Sous la pression, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, s'est rendu à Caen où il a rencontré une délégation d'agriculteurs. Matignon et l'Élysée tentent aussi de reprendre la main sur ce dossier qui pourrait s'avérer explosif avant les vacances. Un plan d'urgence sera présenté demain matin en Conseil des ministres, signe de la gravité de la situation. C'est le président François Hollande lui-même qui a fait cette annonce
Pour en parler, deux invités sur ce plateau ce soir. Bruno Retailleau, bonsoir. Vous êtes président du groupe Les Républicains ici au Sénat, sénateur de la Vendée. Merci d'être avec nous. Face à vous, François Patria, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Côte d'Or. Merci, messieurs, d'être avec nous. Est-ce que vous pensez bien que la visite du ministre sur place, l'annonce de ce plan d'urgence, l'avancée de la remise du rapport du médiateur sont de nature à calmer la grogne des éleveurs, Bruno Retailleau? En tout cas, il le fallait. Je pense que moi, je ne veux pas participer à la polémique. Je pense que mieux vaut tard que jamais, peu importe. Mais ça n'est pas une visite, ça n'est pas une annonce qui, à elle seule, peuvent redonner de l'espérance, de l'espoir aux agriculteurs. Et, ils sont, on le constate, il y a une colère, il y a une exaspération. Ce sont des gens qui n'ont plus de revenus. Ce sont des gens qui travaillent 70 heures plus pour perdre de l'argent. Qui d'entre nous accepterait de le faire? Personne. Donc il faut prendre la mesure. Il y a des mesures d'urgence à prendre immédiatement et des mesures plus structurelles, de plus long terme. Et j'espère que le plan qui est annoncé par le président de la République sera à la hauteur. Parce que ce qui se joue, c'est une partie très importante de l'économie française. N'oublions pas qu'il y a l'agriculture, il y a l'agroalimentaire, il y a aussi tous nos territoires ruraux qui sont en désespérance de ce fait-là. François Patria, sur le plan politique, on l'a dit, François Hollande est monté lui-même au créneau après Manuel Valls. Que dire de la gestion de cette crise des éleveurs? Stéphane Le Foll, on peut dire, s'est fait doubler hier par Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui s'est rendu sur place avant lui. Il a un peu taclé l'inaction du gouvernement. Oui, non, mais il y a un certain nombre de jeux de rôle dans cette affaire. Il y a les campagnes électorales, il y a le fond, qui est aujourd'hui une nouvelle crise qui touche l'agriculture française. L'élevage, ça n'est pas la première. Il y a les crises climatiques, il y a les crises sanitaires. Aujourd'hui, il y a une crise, pas seulement conjoncturelle, mais structurelle, qui tourne autour des revenus. Des revenus. Reconnaissons à ce gouvernement d'avoir sauvé la PAC et d'avoir fait en sorte que les éleveurs puissent bénéficier mieux. Il y a eu un plan qui a déjà été évoqué, des mesures qui ont été prises, un médiateur qui remet son rapport ce soir et des crédits qui ont déjà été débloqués. Oui, mais la PAC, il est certain plus, que la dramatisation de la crise tient au fait qu'à la crise du prix va s'ajouter une crise maintenant de la sécheresse, avec de graves difficultés pour nourrir les animaux, qui va entraîner une nouvelle chute des cours. Donc je crois qu'en prenant des mesures très fortes aujourd'hui, des mesures pour le court terme, de désendettement, des mesures financières avec les banques, en prenant des mesures sur les 4 dossiers qui aujourd'hui handicapent l'élevage. Je parle de l'exportation. On exporte moins, vous savez, dans les pays de l'Est aujourd'hui. Je parle de la déflation. Je parle de la baisse de la consommation aussi, bien entendu, et de la revalorisation du logo français. Aujourd'hui, on doit jouer sur tous les tableaux, à la fois la consommation intérieure, l'export et la proximité dans les circuits courts. Bruno Retailleau, on vient d'entendre, effectivement, il y a ce problème des revenus des agriculteurs. Pour revaloriser les prix payés aux producteurs de viande, l'État peut-il avoir une action, faire plier la grande distribution, les transformateurs, tous ces acteurs qui étaient réunis la semaine dernière aussi? Bien sûr, l'État, il a son rôle. Il a son rôle dans les mesures d'urgence. Moi, je pense qu'il y en a 2 qu'il faut absolument faire appliquer. La première, il y a eu un accord le 17 juin sur des prix. Ça n'est pas normal qu'il y ait des intermédiaires qui se mettent dans la poche ce que payent les consommateurs. Parce qu'on aboutit à une conséquence où les consommateurs ne profitent de rien du tout. Et les producteurs, alors eux, perdent de l'argent. Donc c'est intolérable. Donc il faut faire respecter. Et on aura demain, je crois, le rapport du médiateur. Et on saura quel est le maillon de la chaîne qui est en train de capter les revenus, qui est en train de capter ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La deuxième mesure, une fois que la deuxième mesure d'urgence. Les responsabilités sont identifiées. Est-ce que le gouvernement peut Moi, je dis oui. Évidemment, il y a eu un tour de table. Il y a eu un tour de table. Par contre, il y a eu aussi, et il y a une deuxième mesure d'urgence, c'est l'endettement. Les agriculteurs n'ont plus de revenus. Ils ne peuvent plus payer leurs impôts. Ils ne peuvent plus payer leurs charges sociales. Il faut rééchelonner, notamment leurs dettes, leurs emprunts, sans doute faire un moratoire, y compris sur les intérêts. Et ça, c'est 2 mesures qui redonneront de l'espoir, une mesure sur les prix, parce que les prix déterminent le revenu, et en même temps desserrer cette contrainte d'endettement. Puis après, il y a des mesures, on en parlera peut-être, structurelles. Pour l'avenir de l'agriculture, la France doit rester une économie agricole puissante, productive. Gérard Larcher a annoncé avoir saisi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il lui rappelle que la situation dramatique des éleveurs français appelle aussi des réflexions et des actions au niveau européen. Alors que peut l'Europe dans cette crise de l'élevage français? D'abord, l'Europe aujourd'hui apporte quand même un soutien à l'agriculture française et la France est le premier bénéficiaire des crédits de l'Europe aujourd'hui. Quand on parle aujourd'hui aux commissaires européens, c'est pour leur dire que la concurrence a ses limites. Que la concurrence a ses limites et qu'en faisant jouer la concurrence à tout crin, on risque d'arriver aux prix bas et aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Donc il est nécessaire que l'Europe permette, facilite des mesures nationales
qui permettront de répondre à l'instant aux mesures immédiates qu'il faudra prendre, qui sont financières, qui sont dans les structures elles-mêmes, chez les transformateurs sans doute, parce que vous savez, le problème avec les aides en agriculture et surtout l'élevage, c'est quand on donne des aides justifiées au monde de l'élevage, ils n'en bénéficient pas parce qu'aussitôt, la grande distribution ou les autres font baisser les prix. Donc on a le sentiment que l'argent va directement à la grande distribution, parfois même un peu aux consommateurs malgré tout. Ça ne suffit pas. Donc l'Europe, dans ce domaine, peut être facilitateur. Oui, vous êtes d'accord, j'imagine, avec ce que vient de dire François Patria, Moi, sur cette notion aussi de protectionnisme, un peu de patriotisme économique. Ce que je veux, il ne faut pas confondre le protectionnisme et le patriotisme. Moi, je suis pour l'étiquetage, je suis pour le manger consommer de la viande française. Simplement, il y a deux choses qui sont importantes. Je reprends ce que disait François Patria. Ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est une Europe ouverte à tous les vents, avec une hyper-concurrence, un hyper-libéralisme et en même temps l'hyper-tatillonnisme de l'administration française. Ça ne fonctionne pas. Il y a trop de normes, trop de contraintes. Ça ne peut pas marcher. Puis deuxième chose, pourquoi est-ce que notamment l'Allemagne est plus compétitive? Pourquoi est-ce que notamment un porc qui sort de l'abattoir, c'est 50%, 30 à 50% moins cher qu'un abattoir français? Parce qu'il y a 5 € de moins, notamment sur la main-d'œuvre. Et là, il y a la compétitivité du site France, de l'usine française, mais aussi de la ferme France, qu'il faut revoir très vite. On apprend là que la FNSEA du Calvados est bien réfléchie à maintenir encore ce soir les blocages après la réunion avec Stéphane Le Foll, visiblement. Et ces arguments n'ont pas encore convaincu les éleveurs qui bloquent les accès routiers dans le Calvados depuis hier. Bruno Retailleau vient d'en parler. Il faut effectivement réfléchir aux moyens de rendre cette agriculture française davantage compétitive. Quelles sont vos pistes de réflexion dans les structures, est-ce qu'aujourd'hui elles fonctionnent bien? Pas nécessairement. Nous avons un contrôle des structures de notre pays. Nous avons une aspiration à garder le nombre d'agriculteurs qu'il y a aujourd'hui, alors que dans le même temps, l'actualisation de l'investissement, la modernisation, l'équipement, le coût, on n'en parle jamais, vous savez aussi, des coûts du matériel, des coûts intermédiaires que doivent payer les agriculteurs qui sont très chers aujourd'hui. Très chers aujourd'hui. Là, je pense que dans ce domaine-là, il faut accompagner l'investissement intelligent. Quand on regroupe les structures, il faut, dans les bâtiments d'élevage, dont aujourd'hui l'utilisation des nouvelles technologies, des nouvelles formes d'énergie, on le fait. Il y a des mesures financières à prendre immédiates de désendettement, de report de charges. Il faut accepter que c'est la fin aussi d'un modèle peut-être agricole. On voit encore aujourd'hui, bien que il y a. Vous savez, je me souviens d'une époque où quand on a mis en place les quotas laitiers parce qu'on produisait trop. Eh bien, j'avais des manifestations devant chez moi en tant que député parce qu'on ne voulait pas des quotas laitiers. Et M. Guillaume disait il faut laisser aux agriculteurs le droit de produire. On s'est aperçu que le droit de produire. François Guillaume à l'époque a dit il faut laisser aux agriculteurs le droit de produire. Le droit de produire, c'est arrivé à la surproduction. Bruno Retailleau, est-ce qu'il faut aussi accepter que c'est la fin aussi d'une époque peut-être pour le modèle agricole français? Vous parliez de l'Allemagne qui a peut-être davantage un modèle productiviste. Non, mais moi je pense qu'on a un modèle, nous, qui occupe le territoire. On a un modèle qui est très très divers. Il faut garder l'élevage, parce que l'élevage, c'est la valeur ajoutée. Derrière, il y a l'agroalimentaire. Et ça, c'est fondamental. Moi, je pense que, fondamentalement, il faut revoir la compétitivité, je le disais. Il faut qu'il y ait moins de charges, moins de normes. Il faut des prix plus rémunérateurs, que les agriculteurs puissent vivre des fruits de leur travail. Et puis, il faudra sans doute aussi une adaptation de l'Europe. Il faut en même temps que l'Europe n'ait pas comme Bible le droit de la concurrence. Merci Bruno Retailleau, merci François Patria. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain à 19h, vous retrouvez Fanny Anot-Walia pour de nouvelles informations politiques et parlementaires. Très bonne soirée à tous.